Alors bonjour à tous. Donc du coup, on se retrouve pour une première vidéo d'une série d'une dizaine de vidéos en UE10 pour reprendre certains cours que vous avez déjà fait et essayer en fait de vous expliquer le cours différemment, d'arriver à reprendre le cours dans sa globalité pour qu'en fait vous juste n'appreniez pas simplement les informations, mais pour vraiment vous arriviez à saisir l'enjeu du cours, ses tenants, ses aboutissants, qu'est-ce qui est pertinent à apprendre, qu'est-ce qui ne l'est pas, et surtout, voilà, essayer d'avoir une vision globale du cours pour arriver à le comprendre dans l'ensemble des cours du E10. Donc, ce premier cours en éthique, et c'est un cours qui est quand même vachement intéressant quand on regarde et quand on le lit d'un point de vue extérieur. Donc du coup, on va essayer de comprendre en fait la place de l'éthique dans le grand système de valeurs occidentaux et dans les grands systèmes de valeurs du monde aujourd'hui. Donc comment est-ce que l'éthique arrive à se différencier de la morale, de la religion, de la déontologie? Et en fait, au final, l'éthique, comment ça se définit? Quels sont les différents types d'éthique? Donc voilà, première chose à bien comprendre, c'est que l'éthique, en fait, ça va être une espèce, un espèce de grand système de valeurs auquel on va devoir se référer. Et ce qui va être important de comprendre, c'est bon, déjà quelles sont ces valeurs qui sont à l'origine de l'éthique, quelles sont ces valeurs qui vont être à l'origine de la création des principes éthiques, mais aussi comment elles vont se différencier, pourquoi est-ce qu'on va invoquer des fois l'éthique au lieu d'invoquer la morale, pourquoi est-ce qu'on invoque plutôt l'éthique que la déontologie. Donc là, c'est l'enjeu, c'est d'arriver à cerner quand est-ce que l'éthique est invoquée, et une fois qu'on a invoqué l'éthique, pour quelles raisons, sur quel point. Donc l'éthique est une discipline axée sur des valeurs fondamentales. Donc en gros, là, on va passer vite, mais bon, là, en gros, on nous dit que l'éthique se divise en médecine, en éthique médicale et tac, 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 et en bioéthique, donc les deux aspects. Là, y a rien de compliqué. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est quand on va chercher à différencier l'éthique de ses pendant morale, déontologie et religion. Donc la religion, je pense qu'il y a rien de... Il n'y a rien de fou, rien de bien compliqué. Donc on comprend que la religion, c'est pas quelque chose de d'intuitif. La religion, c'est des textes. La religion, c'est écouter des ordres qui ont été transmis par quelqu'un plus haut. Donc franchement, il y a pas grand-chose à comprendre, si ce n'est qu'on le sait déjà ou qui est vraiment très évident. Se manifeste à travers des concepts tels que l'amour du prochain, la charité, la miséricorde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la religion? Non, franchement, pas grand-chose à expliquer là-dessus. Par contre, donc la religion, voilà, quelque chose des textes auxquels on se fie, qu'on écoute, et ce sont donc des textes issus de quelque chose. Ce ne sont pas quelque chose que l'on va penser par nous-mêmes. Ce sont des choses qu'on nous impose. La morale, ça va être un peu la même chose, l'idée d'imposer, d'avoir des obligations, d'avoir des interdits, d'avoir des devoirs, mais sauf que la morale, on va voir que c'est un peu plus compliqué que cette introduction que je vais faire, mais dans l'idée, c'est que la morale, c'est quelque chose qui va être universel. C'est-à-dire que peu importe la société, peu importe l'endroit où on est dans le monde, l'époque dans laquelle on est, il y a des choses qui sont universellement admises comme quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Donc l'idée que la morale, c'est, on va dire, le principe le plus dominant. C'est vraiment la morale, c'est la chose la plus importante qui enveloppe tout, parce que ça va être ce qui va être universellement admis. Donc ça va considérer là, on nous dit interdit, ne pas tuer, ne pas infliger de sévices corporels, et des obligations, éduquer ses enfants, tenir ses promesses. Ce sont des choses qui, en tout temps et en tout lieu, ont toujours été universellement admis. Donc voilà, interdits moraux. Donc voilà, effectivement, il y a une similitude avec les normes religieuses, avec ses commandements, avec ses obligations. Donc là, on va voir que dans la morale, il y a un premier grand philosophe qui est cité. Donc il ne faut pas apprendre les citations par cœur, mais il faut savoir quelle partie ou à quel moment les philosophes ont été cités dans le cours. Parce que on peut vous demander si le philosophe qui décrit la morale, ça va être Ricoeur, Kant ou Nietzsche. Donc il faut savoir qu'en l'occurrence, ici, c'est Ricoeur et qu'ensuite, on va parler de Descartes. Donc il faut savoir attribuer les philosophes à chacune des parties dans lesquelles ils sont cités, mais il ne faut surtout pas apprendre par cœur leurs citations. Il n'y aura jamais de piège sur un mot dans la citation. Peut-être sur l'intentionnalité de la citation, sur qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle représente, mais jamais sur la phrase, jamais sur un mot, jamais sur un piège de syntaxe. Ce sera uniquement un piège s'il y a un piège sur une citation, ça sera sur quelle partie défend le philosophe. Donc il faut comprendre ce qu'il défend, il faut comprendre dans quelle partie il est cité, et ça suffit largement.
Donc, Ritter soutient que les normes morales sont définies par une combinaison d'exigences d'universalité et d'effets de contraintes indiquant qu'on ne peut pas s'y soustraire facilement. Donc, en fait, ça, c'est la définition. C'est vraiment se dire qu'il y a une exigence d'universalité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose dont tout le monde a conscience et que quand la morale est transgressée, les personnes en ont conscience. Donc là, on va voir qu'il met une petite parenthèse à ça, il va opposer à ça en expliquant que, en fait, ben, dans certains cas, dans certaines sociétés, des choses qui vont être non morales vont être communément admises. Donc là, il prend l'exemple de l'excision en Guinée ou au Soudan, où on explique qu'effectivement, dans ces pays-là, l'excision est quelque chose de commun, alors que la morale voudrait être contre, en fait, faire souffrir des petites filles. Donc, du coup, ce qu'il explique, c'est qu'à ce moment-là, va y avoir deux camps qui vont se diviser, les relativistes et les universalistes. Le jugement de valeur relativiste suggère que la morale est subjective et dépend de la culture. Donc, c'est-à-dire l'idée qu'une morale, en fait, ben, on ne va pas avoir la même morale en France qu'en Guinée, parce que la morale n'est pas quelque chose d'universel. Alors que les universalistes, eux, défendent l'idée que la morale est universelle, que en Guinée ou en France, en fait, la morale est la même. Donc là, ensuite, il prend l'exemple du Soudan pour expliquer qu'avant, le Soudan était pour l'excision, mais que parce que, en fait, ils se sont rendus compte que non, ben, en fait, ça ne se faisait pas et que moralement, c'était inadmissible, ils ont reviré, ils ont interdit l'excision. C'est pour ça, du coup, que on explique qu'au final, même s'il va y avoir des personnes qui vont commencer à dire que la morale peut être vue comme quelque chose de relativiste, non, ça reste vraiment quelque chose d'universel. Donc, s'il y a un truc à bien comprendre, c'est la morale est universelle, c'est quelque chose qui transcende toutes les sociétés en tout temps. Donc voilà, ensuite il nous cite Durkheim, donc effectivement il y a Durkheim, Ricoeur, alors je crois que j'ai dit une connerie quand je disais qu'il y avait des cartes après, donc voilà, Durkheim, ensuite là, bon là il n'explique pas grand-chose, et non, et pardon, le dernier c'est Kant, donc Kant, Ricoeur, Durkheim, c'est ceux qui vont être cités pour définir la morale. Ensuite, la déontologie. Donc la déontologie, si on veut faire simple, ça va être quand on va... Donc la morale, c'est quelque chose qui est très global, qui est au-dessus de tout, comme la religion. Ce sont des entités qui nous dépassent largement. La déontologie, ça va être en gros l'application d'une morale ciblée à une profession. C'est-à-dire des codes qui vont permettre de garantir à une profession, donc là c'est ce qui est dit et c'est ce qu'il faut comprendre, la respectabilité d'une profession au prix de tous les autres. Voilà, l'idée que c'est une espèce de pacte qui se passe dans la profession, c'est des espèces de règles qui sont inhérentes à la profession pour que celle-ci puisse être exercée sans nuire à la réputation des autres. Donc en fait, quand on tourne ça un peu et quand on y réfléchit, c'est juste une manière d'imposer des règles qui permettent qu'elles soient reconnues, donc qu'elles soient acceptées, donc qu'elles ne fassent pas de mal. En fait, c'est juste une manière de défendre pour que la profession soit moralement acceptée dans la société, pour que le comportement des médecins soit adéquat à la morale, pour que celle-ci puisse être acceptée. Donc, euh, bien que semblable à la morale, la déontologie se distingue par son application spécifique à un secteur d'activité donné. Donc voilà, morale, religion, les deux grandes choses, puis la déontologie, l'application de la morale à une spécialité donnée. Donc voilà, la finalité de la déontologie, c'est ce qu'on vient de dire. Dans les métiers appliqués à chaque profession, voilà, il faut bien comprendre que c'est... Hop là. Attends, il y a un petit truc qui me dérange. Tac. Pardon. Du coup, voilà, il faut bien comprendre que c'est chaque profession. Donc, un truc qui est très connu en médecine, c'est le serment d'Hippocrate. Vous en avez entendu parler. Donc, on dit que c'est le premier exemple de la déontologie médicale. C'est qu'il n'y a pas tout dans le serment d'Hippocrate, mais c'est un bon exemple. Et surtout, c'est très précoce. Et donc, du coup, c'est le premier exemple de déontologie, même dans tous les corps de métier. Comment cette déontologie peut être trahie? Donc là, on va voir comment les différentes manières. Alors, la première exemple, ça va être sur les questions de conflit d'intérêts. Donc là, ensuite, c'est une partie qui est vachement détaillée par le prof, mais qui n'est pas très compliquée, où il explique qu'en fait, ben, déontologiquement, les conflits d'intérêts, ben, si on va avoir, donc les exemples qu'il donne, c'est si j'ai mon père qui travaille dans un labo pharmaceutique, qui me fait tester un médicament et que moi, j'utilise uniquement ce médicament parce que je sais que ça me permet d'aider quelqu'un de ma famille et qu'à côté de ça, je peux avoir un peu d'argent, ben là, il y a un conflit d'intérêts. Ce sont des choses qui sont assez simples à comprendre, donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais voilà, donc là, il y a quelques exemples. On nous explique ben voilà, que du coup, il y a une nécessité de transparence pour savoir quand un médecin, par contre, va avoir la responsabilité de juger du bienfait ou non d'un médicament, qu'il n'est pas quelqu'un de ses connaissances qui soit
dans les personnes responsables ou à qui ça serait profitable que le médicament passe. Ce sont des choses qui paraissent assez évidentes. Bon, là, pareil, il nous parle de la 5G en expliquant que le médecin qui doit être responsable d'expliquer est-ce que oui ou non les effets des ondes électromagnétiques vont avoir une influence très grande sur les enfants, par exemple, ça ne peut pas être quelqu'un qui a son père qui travaille au bureau de la 5G d'EDF. Donc voilà, ce sont des choses qui sont quand même pas très compliquées à saisir. Donc, un lien d'intérêt devient un conflit d'intérêt lorsqu'il influence de manière significative les décisions, les actions d'une personne, surtout dans le cadre professionnel. Donc, lien d'intérêt mineur, majeur, c'est pas parce que tu as une grande tante qui travaille dans un labo pharmaceutique que tu peux pas être médecin. Mais majeur, ça va dépendre de certains cas. Ça, c'est à vous de le lire. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Euh, Conflit d'intérêt, tac, tac, tac. Déontologie fournit des ressources pour certaines. Donc voilà. Alors, ce qu'on dit, c'est que du coup, la déontologie va être utilisée dans un premier temps pour résoudre certains problèmes, pour résoudre certains conflits qu'on va pouvoir avoir. Donc, effectivement, est-ce que si mon père travaille chez EDF, je peux être responsable de juger le bienfait ou non de la 5G sur les enfants ou sur les grossesses? Donc là, la déontologie permet de savoir qu'effectivement, quand tu as des conflits d'intérêts majeurs de la sorte, ben, la déontologie répond que non, ce n'est pas possible. Par contre, il va y avoir des situations à laquelle la déontologie ne va pas pouvoir répondre. Donc, par exemple, la question de l'euthanasie, notamment, qui est donc vachement utilisée parce que c'est une question qui divise énormément, qui divise beaucoup parce que autant de personnes sont pour et autant de personnes sont contre, et rien n'indique qu'il y ait une réponse qui soit évidente. Et la déontologie ne permet pas de trancher. Et sur plein de questions comme ça, on se retrouve dans les limites de la déontologie. C'est pour ça que du coup, il y a une nouvelle chose qui est inventée, un nouvel outil méthodologique, comme il l'appelle, ça va être l'éthique. Donc l'éthique, ça va être encore plus précis que la déontologie. C'est que la déontologie, ça permet de savoir en gros qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. L'éthique, on va pas dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on ne peut pas condamner avec une éthique. L'éthique, ça permet vraiment de rentrer un peu plus profondément dans le cœur de la médecine, dans le cœur des problèmes qu'on va pouvoir affronter pour savoir comment les résoudre. Donc, la déontologie ne se limite pas seulement à énoncer des normes telles que l'indépendance, elle offre également des outils pragmatiques pour résoudre des dilemmes éthiques. Cependant, il est important de reconnaître que la déontologie ne peut pas toujours fournir des réponses claires. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé l'éthique. Donc, l'éthique, il y a différents types d'éthique. Donc là, c'est ce qu'ils disent, ça commence déjà à l'époque antique. Donc, à l'époque antique, on va prendre le premier cas, donc l'éthique des vertus, donc celle qui a été inventée par Aristote. Et l'idée, c'est assez simple, c'est de se dire qu'il faut être rationnel, qu'il faut trouver le juste milieu. C'est qu'il ne faut jamais être extrême dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut jamais être, par exemple, si on prend l'exemple d'une annonce d'une mauvaise nouvelle, il ne faut pas... alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Tac, tac, tac. Dans l'annonce d'une maladie comme Alzheimer, recommande d'éviter deux extrêmes. Cacher entièrement le diagnostic, donc à la fois on pourrait se dire, ben, j'ai pas envie d'être malfaisant avec la personne, j'ai pas envie de lui faire de la peine, du coup je vais pas lui dire. Ou alors l'annoncer de manière trop brutale, c'est-à-dire c'est que de toute façon il doit le savoir, donc du coup je lui dis et je lui balance à la gueule. Donc l'idée en fait, c'est Aristote et Descartes qui vont être cités ici, c'est d'être équilibré, c'est d'être mesuré, d'être prudent dans ce qu'on va dire, de chercher un juste milieu, de chercher un équilibre. Donc de ne pas être trop radical, de ne pas être trop direct, ou alors juste ne pas dire pour pas faire de la peine. Savoir être mesuré, savoir être conscient de ce qu'on en est et réfléchir. Donc du coup, Aristote, donc lui c'est ce qu'il dit, la prudence. Descartes aussi, il va parler de la même chose. Donc là en fait, ils expliquent qu'il y a un tas de balance avec deux antonymes, donc avarice et prodigalité. Prodigalité, c'est un synonyme de très grande générosité. Donc, du coup, entre les deux, bah, on estime que c'est là où il faut être. Pareil pour orgueil et pusillanimité. Pareil pour irascibilité, insensibilité, timidité, désinhibition. Voilà, effectivement, même dans un comportement dans la vie de tous les jours, cet équilibre est quand même conseillé. Donc Descartes, c'est avec son bouquin Discours de la méthode qu'il explique. Donc lui, c'est pas tant dans l'équilibre que dans la rationalité et qu'en fait le bon sens, c'est quelque chose qu'on est censé tout savoir. Donc savoir qu'effectivement, bah, ça paraît cohérent qu'un cancer, on va pas l'annoncer de but en blanc comme ça au bout de 5 minutes, mais qu'en fait on est contraint de le dire par respect pour la personne en face. Donc voilà, Aristote lui explique l'équilibre, Descartes dit la même chose avec le bon sens, donc le juste milieu. Voilà. Et donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, éthique des principes.
Donc, ça, c'est la grosse partie qu'il y a à comprendre et qui tombe tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une éthique, pas par la réflexion, mais on va se soumettre à des principes éthiques. Et donc là, il y a deux camps, mais ça, normalement, c'est assez clair. D'un côté, il va y avoir les utilitaristes, de l'autre, les déontologistes. Kant est un déontologiste. Les déontologistes, c'est ceux qui vont considérer que les principes les plus importants sont ceux de l'autonomie et de la justice. Et les utilitaristes, eux, vont considérer que ce qui est plus important, c'est le bonheur du plus grand monde. Donc ça, voilà, il faut vraiment comprendre. D'un côté, tu as Kant qui va être déontologiste, qui va s'appuyer sur la justice et l'autonomie. De l'autre, les Anglais, donc c'est ce qui est cité. Là, Bentham, Bentham c'est le nom, notre année on en avait un autre, mais en gros, c'est les philosophes anglais qui, eux, vont considérer que ce qui est important, c'est le plus grand bonheur du plus grand monde. Et donc, du coup, euh, favoriser la non-malveillance et la bienveillance. Et donc là, les exemples assez connus qui les opposent, ça va être sur, par exemple, l'euthanasie, ou alors, par exemple, la peine de mort. Imaginons, on peut retrouver différents types de débats sociaux dans ces questions-là, déontologistes, utilitaristes. Pour l'euthanasie, ben, les déontologistes qui sont là pour l'autonomie et pour la justice vont considérer que c'est pas possible parce que la dignité de l'homme est une des valeurs les plus importantes, alors que les utilitaristes vont dire, ben voilà, la personne elle est malheureuse, elle souffre, elle a mal, elle peut pas guérir, ben, lui autoriser à mourir, c'est de lui faire du bien. Donc, du coup, pas ne pas être d'accord avec ça. Donc, voilà, c'est assez bien expliqué. C'est pas très, c'est pas très compliqué. Donc voilà, donc l'idée de l'éthique, de ces principes éthiques, quand on sort un peu juste du schisme déontologiste utilitarisme, c'est de se dire qu'en fait, en fonction d'une situation, on va devoir considérer plus ou moins tel ou tel principe. Donc ça, en fait, c'est pour vous, c'est pour nous que c'est fait parce que ça s'applique directement à notre cursus médical. Quand tu te retrouves avec un patient qui annonce une mauvaise nouvelle, quand tu te retrouves avec la famille, qu'est-ce que tu dois annoncer, qu'est-ce que tu ne dois pas annoncer, qu'est-ce que tu dois annoncer parce qu'en fait, c'est le respect te l'impose pour la personne en face au nom de sa dignité, de son autonomie. Qu'est-ce qui, en fait, tu peux te garder d'annoncer parce que ça va juste causer de la souffrance sans rien apporter. Donc, en fait, c'est grâce à ces quatre grands principes qu'on arrive à mesurer chaque situation. Tac, 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 tac. Et la dernière, c'est la plus facile. Donc, voilà, là, on voit les principes. Donc, les quatre grands principes, c'est bienfaisance, autonomie, justice, non-malfaisance. Donc là, on les voit ici, dans ce petit truc. Mais je crois qu'il y a un cours où on vous en reparle un peu mieux. Voilà, donc ça c'est bien comprendre. Et le dernier type d'éthique, donc premier c'est l'éthique des vertus, on a vu Aristote, Descartes, l'idée juste en fait que c'est en réfléchissant et en étant prudent et en étant équilibré qu'on arrive à faire quelque chose. Le deuxième, les grands principes éthiques avec ontologiste, déontologiste et utilitariste. Et le dernier, c'est l'éthique procédurale. C'est le plus facile, c'est l'idée en fait que quand on a une situation qu'on ne sait pas faire, ce n'est pas juste une personne qui va prendre une décision, mais on va faire une espèce de comité, un regroupement, on peut imaginer avec tout un service. Et le but, c'est qu'on se retrouve à 10, donc aides-soignants, infirmiers, médecins, cadres, psychologues. En fait, on va discuter d'un cas et il faut arriver avec, c'est ce qui est expliqué, avec une bienveillance. Il ne faut pas arriver avec des acquis, il faut arriver là-bas en pouvant changer d'avis. Et en fait, c'est juste en discutant et à la fois en faisant un vote qu'on prend une décision. Donc voilà, ça